Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos trois éditorialistes, Nadia Lamargbi, Gratien Rukindjikiza et Lucien Pambou. Ouvrons notre dossier du jour, le dynamisme de l'économie rwandaise. L'économie rwandaise, moteur de développement de la région des Grands Lacs, la diversification des marchés justifie une croissance de plus de 7% enregistrée en 2012. Parmi les secteurs clés figurent l'agriculture, les mines ou encore les pierres précieuses. Un reportage de Daniel Aboki, notre envoyé spécial au Rwanda. Avec une population active estimée à 3,6 millions, le Rwanda remporte pour la troisième fois consécutive la palme de l'économie à la croissance forte parmi les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ce mérite décerné par la Banque mondiale est le fruit des efforts conjugués de tous les secteurs d'activité du pays. En 2012, le pays a connu 8% de taux de croissance, légèrement au-dessus de l'estimation des institutions financières. La stabilité de la croissance économique que connaît ce pays depuis 5 ans fait de lui le bon élève du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Quels sont les vecteurs clés de l'économie rwandaise? Qu'est-ce qui explique cette progression économique? De quels atouts dispose le Rwanda pour maintenir son économie dans la même dynamique? Kigali, une ville en plein chantier, des infrastructures un peu partout en construction, elles sont le fruit de la politique d'attraction de gros investisseurs. Depuis 2001, le programme de reconstruction du président Kagame a pour priorité la relance de l'économie mise à mal par le génocide de 1994. Le pays a consenti d'importants efforts de stabilisation et de réhabilitation de son économie. La priorité dans ce combat, les investisseurs. Aujourd'hui, ils sont les chouchous de l'État rwandais, quel que soit le domaine de l'investissement et leur pays de provenance. Si vous êtes un investisseur et vous investissez un minimum de 250 000 $, un projet de 250 000 $, on vous donne ce qu'on appelle un certificat d'investissement. Et c'est avec ce certificat-là qui vous permet d'avoir certains avantages fiscaux, comme amener l'équipement capitaux à 0%. On vous aide aussi dans la facilitation d'avoir les papiers, par exemple les permis de travail, le visa de résidence, tout ça se fait à Dibi. Donc, c'est quelques avantages non fiscaux qu'on offre. Mais nous, on dit les opportunités au Rwanda, pour nous, ça, c'est pour nous vraiment un avantage pour l'investisseur qui veut venir investir au Rwanda. En 1996, le pays a opté pour la privatisation de plusieurs secteurs de l'économie nationale, notamment celui des mines, longtemps considéré par l'État comme sa chasse gardée. Aujourd'hui, plus de 250 entreprises d'exploitation des mines sont désormais réunies en une association privée, l'Association des exploitants miniers du Rwanda. Nous sommes arrivés à organiser tous les exploitants miniers du Rwanda et surtout les coopératives qui se sont développées sensiblement et qui travaillent en respectant les règles et la législation minière. Et maintenant, si vous voyez très bien, les coopératives et les petits exploitants contribue au moins à 60-70% sur la production minière. Un secteur qui compte à lui seul 25 000 emplois avec une contribution de 158 millions de $ en 2012 à l'économie du pays. Les autorités en charge de ce secteur veulent passer à une vitesse supérieure. Chaque exploitant doit donner sa performance, dire combien il va augmenter sur sa production et là nous comptons à tripler notre production et là nous envisageons faire entrer, rapatrier au moins les devises jusqu'à 400 millions dans 5 ans à venir. Tout comme les mines, l'agriculture joue un rôle important dans la croissance économique du Rwanda. Elle occupe 90% de la population. Direction Murundi, une ville située à 25 km de Kigali, au cœur des collines est implanté ce site de production agricole qui s'étend sur un domaine de 50 hectares. Sa spécialité, la production des fruits qui sont en partie écoulés sur le marché local. Nous avons ici plusieurs types de fruits que nous cultivons. Par exemple l'orange, les pommes ou encore la banane. Avant, la production était dans l'ordre de 250 tonnes chaque année. Mais maintenant, elle a presque doublé. Non seulement pour satisfaire la demande du marché intérieur, mais aussi et surtout pour l'exportation vers d'autres marchés, notamment dans la sous-région. Mais la force de l'agriculture rwandaise, c'est le thé planté sur une superficie de 20 600 hectares à travers le pays. Avec une production moyenne de 24 000 tonnes par an, cette filière devient le numéro 1 de l'agriculture
qui contribue à hauteur de 3% du PIB en 2012. Il y a l'exportation des produits agricoles qui ne cesse d'augmenter, qui ne cesse aussi de se diversifier. Historiquement, c'était le café et le thé, mais aujourd'hui, il y a d'autres produits comme l'horticulture, comme certaines matières premières, des pierres précieuses. Et tout ça, ce sont les potentiels économiques qui n'étaient pas exploités à l'époque comme il le fallait. D'énormes potentiels dans tous les domaines d'activité économique dont le tourisme. Au cours des 10 dernières années, ce secteur connaît une croissance remarquable. Entre 2004 et 2012, le nombre de visiteurs dans ce pays passe de 27 000 à 1 million, grâce aux nombreuses réformes initiées par les autorités. L'année dernière, le gouvernement a fait passer une loi, si je peux dire, ou une directive qui permet à tout Africain de pouvoir se rendre au Rwanda sans avoir à demander le visa avant. Je pense que nous ne sommes pas le seul pays qui l'a déjà fait, mais c'est justement dans cette optique de rendre la visite au Rwanda, l'accessibilité au Rwanda plus facile à la majorité de personnes qui voudraient bien s'y rendre. Seuls les revenus liés au tourisme dans ce pays s'élèvent à 280 millions de dollars en 2012. Mais comment est faite la redistribution de ces revenus? Les économistes essayent d'apporter leur part de vérité. Le budget public est alloué au programme de développement. Ça veut dire qu'il y a un budget alloué à la construction de la route, tout le monde a bénéficié. Ce n'est pas seulement celui qui paie les impôts qui en bénéficie, mais aussi c'est le pauvre paysan qui habite dans la communauté où la route a été construite. Il y a aussi les différents secteurs sociaux que le Rwanda ne cesse de démontrer son potentiel. La santé, par exemple, c'est un secteur qui fonctionne très bien au Rwanda. Cela vient des recettes que le pays tire de tous ses potentiels économiques. Le tourisme, les mines, l'agriculture, les infrastructures ou encore l'énergie constituent de véritables leviers pour accélérer la croissance de l'économie rwandaise. Ils attirent de plus en plus de nombreux investisseurs avec à la clé des mesures de soutien aux locaux. Le pays nourrit d'énormes ambitions à l'horizon 2020 avec à l'arrivée l'augmentation des indicateurs économiques. Par exemple, amener le taux de croissance actuel de 8% à 11,5%. L'atteinte de ces objectifs devrait favoriser la réduction de la pauvreté. La poursuite des réformes économiques, les investissements dans le secteur privé favoriseront l'atteinte de cet objectif, la réduction sensible de la pauvreté que les Rwandais attendent avec impatience. Gratien, quel est votre sentiment après avoir vu ce reportage? Retranscrit-il la réalité? On a l'impression que l'économie rwandaise se porte à merveille. Oui, je pense que le reportage retranscrit vraiment la réalité du Rwanda. C'est un pays qui fait des merveilles dans ses jours au niveau de l'Afrique, un pays qui s'organise correctement. Je vais vous donner des exemples. Au niveau des douanes, par exemple, les douanes rwandaises sont informatisées. À côté, sont face à des douanes, par exemple des douanes burundaises, où il n'y a même pas d'ordinateur. Au Rwanda, vous pouvez chercher un document, même à 20 heures, vous l'aurez si vous voulez par exemple exporter des produits, vous l'aurez dans 30 minutes, alors que dans d'autres pays, vous aurez ces documents dans 2 jours ou 1 semaine. Il y a aussi, ce qu'on peut souligner, ce qu'ils ont montré, je pense qu'ils n'en ont pas parlé, c'est surtout la lutte contre la corruption. Un système, l'économie aime bien là où il n'y a pas de corruption. On peut faire les affaires sans qu'on donne de l'argent. Et cela, ça se ressent au niveau de tous les secteurs des activités, que ce soit au niveau des entreprises privées, que ce soit aussi au niveau de l'État. Et comme il y a cette lutte contre la corruption, ça encourage aussi les opérateurs étrangers. Et autre chose qu'il faut souligner, c'est surtout le système ils ont parlé de répartition. La répartition de la croissance, ça se ressent surtout, non pas dans les villes, mais aussi à la campagne. Au Rwanda, ils ont atteint un certain niveau où, par exemple, les soins de santé primaires sont pratiquement à tout le monde. Tout citoyen a droit aux soins de santé. Et concernant l'agriculture, par exemple, ils se sont spécialisés. On arrive à ce que vraiment les paysans produisent des quantités où chaque paysan produit des quantités où il doit vendre. On a parlé, il y a par exemple des cas de vaches. Les gens, ils ont au moins une vache laitière qui produit beaucoup de lait et en même temps qui fait du fumier. C'est vraiment un système qui, pour moi, c'est un exemple au niveau de l'Afrique, au moins sur le plan économique et social. Lucien, je vous ai vu regarder avec attention Gratien pendant son analyse. Qu'en pensez-vous? Le Rwanda est-il un modèle économique?
Je ne sais pas si le modèle économique rwandais est transposable à l'ensemble de l'Afrique, mais disons que c'est une réussite dont on peut rechercher un certain nombre de facteurs ou d'éléments explicatifs. Après, effectivement, le fameux génocide, je crois que la réussite économique du Rwanda est d'abord due à une équation personnelle d'un homme, qui est M. Paul Kagame. M. Paul Kagame, par sa vista, par le document stratégique, la fameuse vision 2020, il veut inscrire le Rwanda dans cette perspective. Mais parce que aussi Paul Kagame a respecté un certain nombre de recommandations de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, ce qui lui a permis effectivement d'accéder assez rapidement au mécanisme de la DSPR, document stratégique, donc la réduction de la pauvreté, les facilités donc de réduction de la pauvreté pour la croissance, ce qui a permis quelque part en fait au Club de Paris de voir sa dette réduite et d'attirer, comme on l'a dit dans l'explication dans le document, les investissements. Bien. Pour l'agriculture, c'est un très bon point et c'est un modèle qui peut être suivi, bien sûr à conditions climatiques égales, par d'autres pays. En revanche, sur la production minière, il y a un débat. Est-ce que la production minière du Rwanda lui appartient réellement? C'est une hypothèse de travail. Est-ce que ces mines-là ne seraient pas le résultat ici de sa place stratégique dans le conflit qui l'opposerait, bien entendu, dans les Grands Lacs à la RDC? Du côté de la RDC, vous avez des gens qui disent effectivement que les Rwandais utilisent leur position forte pour piller le coltan, matière première stratégique qui va dans tous nos ordinateurs, dans tous nos téléphones portables. Et les Rwandais disent en effet non, parce que nous avons des deux côtés de la frontière, bien entendu, des populations. Donc, il y a une sorte de continuum, bien entendu, des minerais. Si on va beaucoup plus loin, on s'aperçoit que finalement le Rwanda est un modèle. Ce modèle montre quoi? Il montre effectivement que c'est un pays qui a réussi plus ou moins, je dis bien plus ou moins, à panser ses plaies, même si c'est imparfait, qui a réussi stratégiquement à reconnaître l'impact des organisations internationales, qui a suivi les conseils. C'est quand même pas pour rien que le Rwanda va occuper à partir de 2013 un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité pour 2 ans, jusqu'en 2015. Occupe déjà. Donc il y a effectivement quelque part un élément très important à analyser. En revanche, il a le reproche que l'on peut faire, c'est que ces taux de croissance sont des taux de croissance, 7%, 8%. Les pays africains s'enorgueillissent très bien, mais c'est des taux de croissance qui sont globalement extravertis, c'est-à-dire qu'une grande partie, effectivement, des capitaux viennent de l'extérieur et le retour sur investissement se fait aussi à l'extérieur, même si, sous forme de taxes, de royalties, ces entreprises-là déposent quelques recettes, quelques ressources qui viennent alimenter les budgets de l'État. Je terminerai en disant, il faudrait, dans les contrats qui sont faits avec les entreprises étrangères, que les pays africains, le Rwanda en tête, exigent en effet des clauses sociales. On parle aujourd'hui de la responsabilité sociétale des entreprises qui est née de l'agenda 21, effectivement, de Rio+20. Il faudrait que ces éléments-là soient une obligation, c'est-à-dire avec obligation de formation, effectivement, des populations, parce qu'il ne suffit pas simplement d'arriver, d'installer une usine, de pomper les minerais quand il y en a, et de faire repartir, les profits. Donc, formation des individus, ce qui permet, courbe d'apprentissage, aux populations locales de monter progressivement dans la courbe d'apprentissage. L'objectif, et je m'arrête là, c'est quoi? Que les Africains s'approprient effectivement la technologie. Mais ça demande du temps et il faut politiquement effectivement des hommes forts. Gratien, vous vouliez rebondir au propos de Oui, juste pour parler de sujet, notamment au niveau des mines, il y a une réalité. Oui, c'est vrai qu'il y a le Congo, le Kivu qui est tout près. Il y a une certaine réalité de l'Afrique, surtout de RDC Congo. Les mines se trouvent dans le Kivu, tout près de la frontière du Rwanda. Quand on prend des tonnes de coltan du Kivu pour faire exporter à partir de Kinshasa, le coltan double le prix et Kinshasa aussi impose d'autres taxes. Mais le même coltan, quand il passe de l'autre côté de la frontière au Rwanda, même officiellement, il va être vendu pratiquement à moitié prix. Vous voyez bien que les entreprises aiment bien acheter à bas coût. Parlant du sujet des entreprises, au Rwanda, il y a beaucoup au niveau des capitaux. C'est vrai qu'il y a des gens,
de l'étranger qui ont apporté des capitaux. Mais il y a eu beaucoup de capitaux rwandais, notamment le grand investisseur rwandais, c'est le parti FPR. On a quand même entendu dans le reportage qu'il fallait plus ou moins 250 000 $ pour être un peu choyé par le gouvernement. Qu'en est-il des autres investisseurs? Oui, parce que au Rwanda, l'argent, c'est... Il y a 250 000 $, je ne dirais pas que c'est peu, mais les hommes d'affaires, ils partent. Ce n'est pas grand-chose pour eux partir de ce montant. Ils sont venus, ils étaient, il faut dire, la réalité c'est qu'ils étaient plus dans les pays voisins, plus commerçants, parce qu'ils n'avaient pas pu entrer dans la fonction publique ou faire autre chose. Et ils étaient pratiquement les grands entrepreneurs. Ils ont fait venir des gens qui avaient de l'argent de l'étranger, ils sont associés à d'autres. Disons que les affaires se font d'une façon assez arrangée pour que vraiment les Rwandais reprennent une partie et aussi une partie des compétences. Le président Kagame notamment, il n'hésite pas à aller chercher des gens compétents, même à la City, pour les faire venir. D'ailleurs, on a Donald Kaberuka, qui est le président de la Banque africaine. Même Tony Blair, l'ancien Premier ministre anglais, est aussi un conseiller de Kagame. C'est-à-dire qu'il met les moyens, mais en même temps, il y a les résultats. Il vient de lancer, par exemple, le rachat de sa dette. Les banques européennes, même asiatiques, ont racheté, pratiquement c'était dans les 800 millions, mais les investisseurs voulaient pour 1,2 milliard. Alors, si vous me permettez, j'ai apporté juste un petit bémol, parce que j'ai l'impression que c'est mon rôle ce soir, c'est qu'il reste quand même 44% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc moi, je veux bien qu'on sorte des chiffres, qu'on parle de millions, de 250 000 $ pour monter son entreprise, de mines, mais il reste une réalité. Quasiment un Rwandais sur deux vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est qu'il y a bien un décalage entre des très riches et des très pauvres, que cette fameuse répartition ne se fait peut-être pas dans le bon sens. C'est un Rwandais sur deux. Dans d'autres pays, c'est pratiquement une personne sur... Oui, non, mais c'est juste pour mettre, pour un peu arrondir les angles de tout ce que vous avez dit sur cette réussite rwandaise. C'est extraverti, donc oui, c'est tout à fait ça impacte sur l'aspect négatif et sur le développement de la pauvreté. pauvreté. Et là, pour le coup, je vous rejoins totalement sur le fait qu'à partir du moment où on injecte de l'argent étranger, en fait, c'est difficile d'avoir des résultats concrets, sachant qu'à un moment ou à un autre, cet argent va s'en aller. Donc pour le moment, il reste dans le circuit financier, il est comptabilisé, mais clairement, à un moment ou à un autre, il va sortir soit sous forme de remboursement de la dette, soit sous forme de rapatriement des bénéfices. Et toutes les entreprises, toutes les multinationales rapatrient leurs bénéfices, c'est un principe de base. D'ailleurs, tous les pays qui ont imposé, par exemple, des limitations sur le rapatriement de bénéfices, c'est-à-dire limiter après 2, 3, 4, 5 ans d'existence d'une entreprise, le fait qu'elle puisse rapatrier ou pas ses bénéfices, tous ces pays-là ont été boycottés par les multinationales. Oui, parce qu'ils n'ont pas de gouvernement assez fort. Oui, c'est ça. Le modèle chinois, bon, évidemment, on n'est pas chinois qui veut, bien entendu. Non, ça, les pays africains ils sont très protectionnistes, les Chinois, alors que nous, le protectionnisme, encore en Afrique, on n'a pas encore vraiment conçu un protectionnisme à l'africaine qui permettrait à la fois de laisser rentrer... parce que les pays africains en ont besoin, ces multinationales, mais à la fois de protéger son économie pour ne pas se retrouver en faillite le jour où chacun récupère ses billes. Et je crois que ce modèle est tout à fait possible, le modèle auquel fait allusion Nadia. Protéger d'abord son économie, se renforcer à l'intérieur avant de s'ouvrir. Est-ce que les pays africains le peuvent? De façon individuelle, non. Ils sont trop balkanisés, il faudrait qu'ils se regroupent. Or, malheureusement, la problématique des communautés économiques régionales, la problématique de l'intégration régionale ne sont que l'objet ici de débats et de discours uniquement, et les pays africains, puisque c'est de ce dont il s'agit, ont beaucoup de mal à travailler ensemble. Pourquoi ont beaucoup de mal à travailler ensemble? Je pense que c'est un problème culturel, de mentalité, qui touche quelque part, en fait, leur mal-être dans un monde qu'ils ne maîtrisent pas, celui de la mondialisation, et puis parce qu'ils se dévalorisent eux-mêmes aussi, j'ai bien l'impression. Pour en revenir au cas du Rwanda, comment les richesses sont-elles redistribuées? Est-ce aussi simple que l'analyse de l'économiste qu'on a entendu qui dit que, par exemple, lorsqu'une route est construite, tout le monde en bénéficie? Oui, on ne peut pas dire que tout le monde... C'est plus simpliste comme raisonnement. Tout le monde n'en profite pas, mais quand il y a les infrastructures, quand il y a les écoles notamment, quand il y a les hôpitaux, les centres de santé, et que les gens... Et il y a beaucoup d'emplois. Il y a les entreprises, il y a les emplois, les gens récupèrent de l'argent dans la valeur ajoutée au niveau des familles. C'est aussi une sorte de répartition de... Mais on peut dire que le Rwanda se trouve dans une phase, n'arrive pas... Il y a une grande disparité entre les revenus des gens qui sont dans la ville et les gens qui sont à la campagne. Les gens de la campagne n'ont pas encore vraiment... Ça commence
à aller, mais ils n'ont pas encore profité de cette manne, de cette croissance en soi. Il y a des programmes, par exemple, d'agriculture, d'élevage, mais c'est toujours à une phase, mais toujours, il faut le dire, il y a une volonté vraiment manifeste dans ce pays, notamment de Kagame. Le problème qui se pose toujours en Afrique. Est-ce que si le programme, la volonté d'y aller, la discipline repose sur un homme, si cet homme n'est plus là, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'au Rwanda, on ne va pas entrer dans la politique, c'est qu'on voit beaucoup Kagame, les autres, le Premier ministre, on ne l'entend pas, quasiment pas, les ministres des Affaires étrangères, oui, bien de temps en temps, mais on n'entend pas d'autres visages qui montent, qui imposent aussi, quitte à dire, c'est une équipe autour du président, parce que tous les Rwandais, quand on en parle, ils disent, oui, on fait ça, c'est la discipline, c'est le rythme de Kagame. Les systèmes de répartition qui fonctionnent, c'est des systèmes qui fonctionnent sur l'imposition. C'est-à-dire le prélèvement, on prélève à ceux qui ont, de manière plus ou moins proportionnelle, et on redistribue, et c'est le principe même du système de redistribution, et on redistribue à ceux qui en ont le moins. Ça suppose qu'il y ait un système qui soit établi où n'intervient ni le président ni quiconque qui serait là, comme on a par exemple en France, quel que soit le président ou quel que soit le gouvernement, et qui permet justement d'avoir à part égale ou de manière équitable accès, par exemple, à un système de santé, par exemple à l'école, mais de manière équitable. C'est-à-dire qu'on prend d'un côté et on donne de l'autre. Ça s'appelle la répartition. Mais si c'est construire une route et dire que tout le monde peut en profiter, eh bien ceux qui en profitent, c'est surtout ceux qui ont des voitures. Oui, Nadia, mais vous êtes dans une approche un peu angélique de l'économie. Non, c'est le principe de base de la répartition. Oui, ça revient. On peut revenir à Keynes, on peut revenir à tous les penseurs. Mais dans la réalité, effectivement, votre modèle est absolument magnifique. Non, je dis celui qui fonctionne. Oui, qui fonctionne. Sauf qu'il faut quand même voir d'où vient le Rwanda, quand même. Hein. Bon, c'est un pays neuf par rapport à la génétique, par rapport aux troubles politiques et ethniques. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous sommes dans des systèmes qui essaient de chercher leur voie et essaient de construire leur voie. Et puis, troisièmement, dans un modèle, effectivement, d'imposition le plus équitable possible, vous n'empêcherez pas l'évasion fiscale, vous n'empêcherez pas la corruption, vous n'empêcherez pas, effectivement, que les riches s'enrichissent. On dit le système le moins pire. Peut-être pas le meilleur, mais le moins pire. Je crois que, finalement... C'est l'Afrique. Oui, il faut dire aussi que Kagame, attendez, c'est quand même un petit pays, avec une densité par habitant kilomètre carré qui est relativement forte. Donc, il y a des problèmes d'infrastructure, c'est vrai, mais il y a des problèmes démographiques, d'urbanisation, qui sont réels. Donc, la problématique, en fait, de la répartition, c'est d'abord comment on crée la richesse pour la répartir après. Pour l'instant, Kagame la crée, viendra après le moment où on pensera à la répartir. Poursuivons avec le rappel des titres Afrique évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Élection présidentielle 2013 à Madagascar. Le coup d'envoi de la campagne électorale a été donné ce mardi. Pas moins de 33 candidats sont en lice pour le scrutin du 25 octobre prochain. Et puis en Tunisie, le syndicat UGTT hausse le ton. Ce lundi, il a affirmé prévoir des manifestations pacifiques pour contraindre le gouvernement à accepter la feuille de route. Et pour cause, le parti Enarda, le parti au pouvoir, se dit ouvert au dialogue sous conditions. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.